Si vous travaillez dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, je suis sûre que vous avez souvent parlé de la sécurité alimentaire de FAO, Sophie, de ce rapport qui est si pertinent pour l'ODD2, la façon qu'on va atteindre notre objectif final. Aussi, cela a un rôle à jouer dans la façon que nous allons initier notre présentation aujourd'hui. Je vais maintenant vous passer la parole à l'intervenant qui va se présenter. Il va lui-même se présenter. Je m'appelle Maximo Torero. Je suis l'économiste au chef de la FAO, le réseau des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En 2019, nous avons 690 millions de personnes qui étaient sous-alimentées, soit 10 millions de plus que l'année précédente et 60 millions de plus qu'il y a 5 ans. Dans le même temps, 2 milliards de personnes n'avaient pas accès à une alimentation normale et 3 milliards de personnes n'avaient pas accès à une alimentation saine. Et tout cela même avant COVID-19. Cela signifie que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l'ODD2. Et cela, bien sûr, avant la COVID-19. À la FAO, nous avons essayé d'analyser et de comprendre les facteurs qui sont à l'origine de ce qui se passe en termes de sous-alimentation. Et nous avons identifié 4 facteurs essentiels qui affectent les niveaux de sous-alimentation. La première concerne la variabilité et les extrêmes climatiques. Le second est le conflit. Le troisième est le ralentissement économique. Et le quatrième est celui des surprises, des événements inattendus, comme le cas de COVID-19, qui affectent le secteur et qui ont une incidence considérable sur les niveaux de sous-alimentation. Pourquoi le climat est-il si important? Parce que l'agriculture se pratique dans les zones rurales et qu'elle dépend du temps. La plupart des petites exploitations agricoles sont basées sur les précipitations et les températures. Ainsi, toute situation extrême, toute variabilité croissante des températures affectera les agricultures et l'effet variera en fonction de votre vulnérabilité aux conditions météorologiques. Et l'image que vous avez vue, le graphique que vous voyez, est un graphique qui montre le niveau de sous-alimentation et comment il est corrélé aux différents niveaux d'exposition au climat. La ligne pointillée représente les niveaux d'exposition les plus faibles, tandis que toutes les autres lignes de couleur représentent les niveaux d'exposition les plus élevés. Et comme vous pouvez le voir, plus l'exposition est importante, plus les niveaux de sous-alimentation sont élevés. Le deuxième élément est le conflit et les troubles civils. Nous avons constaté une augmentation significative du niveau de conflit au cours des dernières années, mais nous avons également constaté une augmentation de la complexité du type de conflit. Plus de la moitié des personnes sous-alimentées vivent dans des pays qui sont confrontés à une forme ou une autre de conflit. Les conflits sont donc devenus l'une des principales causes de l'augmentation des niveaux de sous-alimentation. Et c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir attentivement parce qu'elle est très complexe à résoudre. Le troisième élément est celui des récessions et des ralentissements économiques. Il s'agit d'une autre grande menace pour la faim. Quel soit le résultat de fluctuations du marché, de guerres commerciales, de troubles politiques ou de pandémies mondiales comme la COVID-19. La plupart des pays où la faim a augmenté ont connu des ralentissements ou des récessions économiques. Et les chiffres montrent que les pays ont connu une augmentation de la faim avec des ralentissements et des récessions économiques. Sur les 77 pays qui ont connu une augmentation de la faim, 65 ont connu un ralentissement ou une contraction économique. Ainsi, les ralentissements et les récessions économiques remettent en cause l'accès à la nourriture, car ils ont souvent entraîné une hausse du chômage, comme nous l'observons aujourd'hui par exemple avec le cas de la COVID-19. L'accès des populations à la nourriture sera donc affecté. Il se peut que la nourriture soit disponible, mais l'accès sera affecté. Finalement, l'effet de la surprise, COVID-19. Alors, que va-t-il se passer? La FAO a travaillé intensivement pour essayer de comprendre et de simuler ce que seront les chiffres de la sous-alimentation en 2020 suite à COVID-19. Et notre estimation montre que le nombre de personnes sous-alimentées pourrait passer de 83 à 152 millions d'ici 2030. D'ici 2030, pardon. Cela signifie qu'en 2030, nous pourrions être environ 900 millions de personnes sous-alimentées. C'est à cause de cette surprise. La COVID-19, c'est très loin de l'objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre du CEJE. Et c'est à cause de cette surprise, et c'est aussi le résultat d'une récession. Nous allons être confrontés à une récession importante. Le PIB mondial va diminuer de moins 4,9% selon le FMI. Et tous les pays du monde traversent une profonde récession. En conséquence, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté va augmenter et plus de 100 millions de personnes vont se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté. Une décennie sera perdue et cela a bien sûr un lien avec les niveaux de sous-alimentation. C'est pourquoi nous prévoyons que jusqu'à 132 millions de personnes seront sous-alimentées. L'autre préoccupation majeure est que tous ces facteurs contribuent également à accroître les inégalités. Et c'est une chose sur laquelle nous devons travailler.
Parce que la seule façon de sortir durablement les ménages et les individus de la pauvreté est de réduire les inégalités. Et ce que nous observons dans tous ces facteurs, c'est que les inégalités augmentent. Même avec la COVID-19, nous nous attendons à une augmentation significative des inégalités, non seulement entre les pays développés et les pays en développement, mais aussi en matière de revenus. Ceux qui ont plus d'accès aux actifs seront mieux à même de faire face. Ceux qui ont moins d'accès aux actifs seront moins à même de le faire. Cela pourrait donc aggraver la situation et la rendre moins durable pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans un environnement, comme le montre la carte, dans lequel nous n'avons pas accès à une alimentation saine. Cela signifie que les ménages n'ont pas les moyens de s'offrir des régimes alimentaires sains. 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine et la plupart d'entre elles se trouvent en Afrique. Comme vous voyez dans les zones ombrées en rouge foncé de l'Afrique subsaharienne, environ 75 à 100% des personnes n'ont pas accès à une alimentation saine et ne peuvent pas se la permettre. Nous sommes donc dans une situation très difficile et nous devons trouver une solution. Et la seule façon de trouver une solution est de transformer les systèmes alimentaires et pouvoir être efficace et gagner des opportunités. Prendre COVID-19 comme un moyen d'obtenir des opportunités, de reconstruire en mieux. Et la seule façon de le faire est de mieux cibler les plus vulnérables, de trouver des moyens innovants de les cibler, de fournir plus d'emplois. Mais plus d'emplois grâce à des programmes de travaux publics qui aideront en même temps à construire des infrastructures qui seront liées au secteur productif. Nous devons également réactiver les économies. Nous devons également aider les petits exploitants à s'intégrer et à avoir accès au marché. Nous devons accroître les échanges, car le commerce augmente l'efficacité de l'allocation des ressources. Mais nous devons surtout accroître le commerce interrégional. Pourquoi? Parce que c'est une chance énorme de faire face à la récession. L'Afrique, par exemple, a un potentiel énorme pour le commerce interrégional et elle a déjà accepté de réduire ses droits de douane. Mais le problème majeur aujourd'hui est celui des infrastructures et des barrières non tarifaires. Les infrastructures nécessiteront des investissements, mais les barrières non tarifaires exigeront une amélioration des mesures de sécurité alimentaire. Et c'est pourquoi nous devons mettre en place des initiatives telles que l'Agence panafricaine de sécurité alimentaire afin de pouvoir accélérer le processus. Mais il est clair que pour être en mesure de faire face à la pandémie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et à la fragilité de notre travail, nous devons rendre nos systèmes alimentaires, les systèmes agroalimentaires, plus résistants. Et nous devons commencer dès aujourd'hui à réformer nos systèmes alimentaires, à les transformer en systèmes alimentaires plus efficaces, en systèmes alimentaires efficaces et inclusifs, à promouvoir des chaînes de valeur mondiales qui soient inclusives, à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire, à accroître les résistances aux conditions climatiques et à donner aux agriculteurs ce dont ils ont besoin pour disposer d'un système plus résistant pour fonctionner. Le GAF-FSP joue un rôle crucial à cet égard. Et j'espère qu'avec son soutien, nous pourrons cibler des meilleurs investissements pour créer le changement nécessaire afin que nous ne soyons plus confrontés au même nombre de personnes sous-alimentées à l'avenir et que nous puissions nous permettre et réaliser l'ODD 2. Je vous remercie beaucoup.